Allez, on parle justement de la situation sur le front en Ukraine avec notre invité du 19h. Avec nous ce soir, Manuel Pouchelet, expert en relations internationales. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Alors c'est dans un conflit qui bouclera bientôt sa 3e année. Ces derniers jours, l'armée russe a revendiqué la conquête de plusieurs localités, dont Pokrovsk, considérée comme une ville clé pour la logistique militaire ukrainienne dans l'est du pays, signe finalement que les Russes avancent intelligemment, n'est-ce pas Manuel Pouchelet ? L'armée russe, de toute façon, se conforme au plan qu'elle avait arrêté, j'allais dire même dès le début de cette guerre, en fait. Et en attaquant, si vous voulez, un nœud logistique, elle sait pertinemment qu'elle va forcément handicaper les forces ukrainiennes, puisque le général Eisenhower, on s'entend, disait que sans les logisticiens, je ne peux rien faire. Et force est de constater que pour l'instant, la Russie attaque des places fortes ukrainiennes qui semblent aussi mal défendues, mais je vous ferai remarquer une chose. L'absence de défense efficace de l'armée ukrainienne s'explique par de nombreux manquements en termes d'armement et aussi de formation. La Russie, de toute façon, a toujours été conforme à ce qu'on appelle son journal de marche des opérations, c'est-à-dire le rétro-planning, si je puis me permettre, pour traduire un petit peu aux téléspectateurs, de ces opérations. Et pour l'instant, elle est en posture de défense ferme et de conquête qu'elle risque bien sûr de réussir. En tout cas, pour l'instant, l'Ukraine est en grande difficulté, mais en même temps, du côté otanien, on s'interroge aussi sur certaines initiatives du côté ukrainien qui semblent, on va dire, souvent maladroites. On note également que l'armée ukrainienne commence à manquer sévèrement de soldats. Vous qui parliez des manquements, elle peine d'ailleurs à recruter de nouvelles troupes, notamment face aux réticences de la population qui est épuisée de ces 3 années de combats très meurtrières. Et puis il faut le dire, ces jeunes, ils y sont pour rien finalement, Manuel Pouchelet, pour se présenter au front comme de la chair à canon, n'est-ce pas ? Comment est-ce que Kiev compte poursuivre ses attaques avec une armée de plus en plus affaiblie ? Je pense qu'il est grand temps, comme l'a précisé Marco Rubio, le secrétaire d'État américain à l'international, donc l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères, il faut que cette guerre cesse. La population est, on va dire, excédée de ce conflit qui s'annonce dans la durée. Les régions qui ont été conquises, je le rappelle, sont essentiellement avec des minorités russophones, d'accord ? Et en même temps, on a aussi, pour former un soldat, cela nécessite de nombreuses années, et lever une armée est, on va dire, un acte de défense, puisque l'Ukraine défend son territoire aussi, délicat à mener. Maintenant, je pense que la population ukrainienne semble avoir aussi, de son côté, épuisé les décisions et surtout la manière dont le recrutement est fait, puisque c'est violent, on voit souvent sur des réseaux sociaux ou même d'autres médias d'information, des personnels de l'armée ukrainienne qui viennent en ville et qui enlèvent carrément des jeunes qui sont potentiellement éligibles, si vous voulez, à servir dans les forces armées ukrainiennes. Mais on constate, ce que vous dites est vrai, il y a une forme d'épuisement de la population, ce qui annonce peut-être un nouveau tournant et un risque aussi pour la politique menée par M. Zelensky. Il y a aussi la région de Koursk qui a été récupérée par les Russes, une région où les combats font rage en ce moment. D'ailleurs, il y a Kiev et Moscou qui s'accusent mutuellement d'avoir frappé une école servant d'abri près de la région. Surtout qu'il y a eu plusieurs bombardements aujourd'hui et la liste des victimes ne fait que s'allonger, Manuel Pouchelet. Oui, la liste des victimes, malheureusement, s'allonge. Nous sommes dans une logique de guerre, mais reste très en deçà des conflits mondiaux qui ont précédé, celui-ci en tout cas. Mais vous savez, Koursk a toujours eu une connotation particulière, que ce soit pendant l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, et également notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, où il y a toujours eu des affrontements particulièrement meurtriers dans cette région, puisque le relief est malheureusement commande, comme on dit dans les opérations militaires, et de toute façon, l'Ukraine n'était plus vraiment en mesure de résister à Koursk, à tel point qu'elle faisait la sourde oreille aussi aux invectives un petit peu de l'OTAN qui lui demandaient de se replier en bon ordre, sachant qu'il y a d'autres points de faiblesse où l'armée ukrainienne risquerait de se faire enfoncer, comme on dit, par l'armée russe en tout cas.
Est-ce qu'on peut dire que l'armée ukrainienne a finalement mis toute son énergie sur Koursk? Oh, vous savez, rappelez-vous, elle avait mis toute son énergie sur d'autres villes, hein, l'an dernier, il y a maintenant 2 ans. Je pense qu'on arrive à une forme d'épuisement de cette armée ukrainienne. On a aussi M. Zelensky qui a profondément remanié ses états-majors. Et vous savez que les chefs militaires ont aussi l'appréciation du terrain, comme je viens de vous le dire, qui commandent. Et force est de constater que ils ont aussi, comme je l'annonce régulièrement, il manque aussi de vecteurs militaires, c'est ce qu'on appelle des systèmes d'armes, où ces systèmes d'armes ne peuvent pas communiquer. Si vous voulez, il y a une rupture dans la chaîne entre ces matériels. Je pense les canons, les chars, les avions. Tout d'un coup, on n'entend plus parler, rappelez-vous, des F-16 qui étaient annoncés, qui pouvaient éventuellement renverser le cours des opérations, ce qui n'est pas le cas. Une chose est sûre, c'est que l'OTAN commence à s'interroger aussi sur son engagement. La chaîne logistique connaît aussi des difficultés, puisque pour faire la guerre, il vous faut des munitions. Mais il vous faut aussi des gens viennent à manquer pour Kiev. Tout à fait, parce que je vous rappelle que la Russie a la pleine capacité de ses moyens. Et aujourd'hui, quand on regarde la guerre moderne, tous les États qui réussissent leurs opérations sont eux-mêmes fabricants de leur propre matériel et donc assurent une chaîne logistique qui fonctionne parfaitement. La différence entre l'Ukraine et la Russie est là. L'Ukraine a certes des moyens de l'OTAN, mais qui sont défaillants dans la mesure où la panoplie n'est pas complète. Et en même temps, je vous rappelle qu'il faut une longue formation pour pouvoir prétendre à servir ces matériels. Mais j'ajouterai à cela une petite subtilité supplémentaire, c'est que vous avez aussi une doctrine d'emploi de ces matériels et force est de constater que pour l'instant, l'armée ukrainienne ne maîtrise pas tous ces éléments. Alors mardi dernier, le président russe Vladimir Poutine a été clair. Il annonce qu'il était prêt à négocier pour mettre fin au conflit, mais il rejette toute discussion directe avec Volodymyr Zelensky. Ce dernier serait illégitime selon Poutine. Qu'en pensez-vous, Manuel Pouchelet ? C'est le verbatim habituel de M. Poutine, des relations diplomatiques, parce que normalement, M. Zelensky n'est plus éligible. Je crois qu'il n'est même plus théoriquement en poste depuis mai l'année dernière. Donc c'est pour cela que M. Poutine confronte aussi M. Zelensky à ses propres contradictions et in extenso l'OTAN et même les Européens. Mais vous savez, je pense que ces négociations de paix se feront essentiellement entre la Russie et les États-Unis, puisque le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, l'a reprécisé encore ce week-end. Il faut que cette guerre en Ukraine cesse, tout comme cela a été martelé par le président Donald Trump. Je pense que Marco Rubio fera le travail de fond avant que M. Trump et M. Poutine puissent se rencontrer dans d'excellentes conditions pour enfin négocier. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois qu'une guerre en Europe va se retrouver encore une fois résolue par des Américains. Je pense aux accords de Dayton en 1995 sur le cas de l'ex-Yougoslavie. Maintenant, en ce qui concerne l'Ukraine, elle divise aussi les pays de l'Union européenne, notamment avec des approches complètement différentes et même certains se lassent aussi, je pense à la Slovaquie, je pense à la Hongrie, de ce conflit qui dure, puisque bien sûr, derrière ce conflit, vous avez l'enjeu des ressources naturelles et notamment du gaz russe, qui est très précieux pour l'Europe en tout cas. Vous me tendez la perche pour revenir à cette déclaration de l'émissaire américain Keith Kellogg, qui a déclaré dans une interview à Reuters que les États-Unis souhaiteraient que des élections aient lieu en Ukraine, des élections présidentielles et législatives, surtout lorsqu'on sait, vous le disiez tout à l'heure, que le mandat de Volodymyr Zelensky s'est achevé en mai 2024. Pourquoi cette déclaration en ce moment précis, Manuel Pouchelet ? Je pense que les Américains, vous savez, sont très lucides sur le dossier. Ils constatent qu'il y a des tergiversations européennes et en même temps, vous avez aussi une vision différente du dossier où derrière cette administration Trump cherche aussi à réparer les initiatives, excusez-moi du mot, malheureuses de l'administration de M. Biden. Mais attention, ne nous y trompons pas. Cette guerre en Ukraine est aussi favorable à l'économie américaine dans la mesure où, derrière, les Américains demandent à l'Union européenne d'acheter leur matériel et qu'en même temps, elle ne participera pas, si vous voulez, à une force d'interposition dont on parle de plus en plus entre l'Ukraine et la Russie. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de faire la paix. Les Américains semblent tout d'un coup pressés par un calendrier où l'on sait que leur agenda, d'ici quelques mois, risque d'être très préoccupé par la situation à Taïwan. Et ce n'est pas comme en 1944
et 45 où les Américains avaient été capables de mener deux fronts aussi bien dans le Pacifique qu'en Europe, où là finalement ils risqueraient de laisser les Européens seuls face à la Russie et l'Europe bien entendu tremble. On n'en parle pas beaucoup dans les chancelleries européennes, mais il est temps de trouver un compromis et également de trouver une solution à l'Ukraine, c'est-à-dire d'organiser des élections. Mais vous savez, les élections, quand on regarde l'histoire de l'Europe, je pense notamment à celle de la France, où on avait le monsieur Clémenceau, qui en 1917 avait été très clair avec une forme d'anaphore. Politique étrangère, je fais la guerre. Politique économique, je fais la guerre. Politique intérieure, je fais la guerre. C'est exactement le cas de figure que vous avez actuellement en Ukraine. Et pour l'instant, il serait peut-être bien que l'on arrive à tenter une négociation. Et je crois que la semaine dernière, M. Zelensky s'est rendu en Europe et même en France pour justement trouver du soutien. Mais le tout est de savoir, vous savez, dans le secret de ces négociations, il y a sûrement, et je l'espère en tout cas, un ordre du jour qui va s'orienter, excusez-moi, vers des solutions de paix. Et je me répète volontairement, Marco Rubio l'a exigé. Il a même employé le terme de must, et en anglais, c'est une obligation absolue. Est-ce que vous pensez dans ce cas-là que l'élection de Trump est porteuse de paix lorsqu'on fait la comparaison avec Joe Biden qui avait échoué à arriver à cette paix? Oh, c'est difficile à dire, mais pour l'instant, M. Trump, il s'est orienté dans une guerre économique, hein, puisqu'on parle de taxes douanières. Mais je vous rappelle que le discours de la campagne de M. Trump, c'est principalement le MAGA, Make America Great Again. Il se moque, on va dire, de la situation en Europe, tant que cela sert ses intérêts économiques, notamment avec le marché des ventes d'armes. Il faut être très clair sur ce sujet. Maintenant, il est vrai que l'arrivée de Donald Trump semble accélérer, on va dire, des négociations, mais ce qui m'inquiète, moi, c'est que cela ne mobilise pas plus l'Union européenne, où d'ailleurs, en 1970, Henry Kissinger, secrétaire d'État, encore une fois, avait déclaré « l'Europe, c'est quel numéro ?» Donc vous voyez, finalement, une solution américaine pour des Européens, cela a difficilement fonctionné si on regarde l'histoire, si vous voulez, encore récente des accords de Dayton, puisque vous avez un pays comme l'ex-Yougoslavie qui est encore fracturé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les Américains vont proposer? Puisqu'encore une fois, ce sont les Européens qui vont subir ces conséquences. Mais M. Poutine et M. Trump risqueraient de s'entendre en sacrifiant, si vous voulez, cette unité européenne qui aujourd'hui n'est plus. Finalement, M. Macron parlait de l'OTAN état de mort cérébrale. L'OTAN a été ravivée, si vous voulez, avec ce conflit en Ukraine. Mais aujourd'hui, je pense que l'on a épuisé tout type de négociation avec la Russie, qui, je le rappelle, a toujours été déterminée sur ses positions, sur ses choix, avec une rare forme de transparence. Mais en tous les cas, elle confronte les Européens et les Américains à leurs contradictions. Mais comme cela a des conséquences économiques lourdes, puisqu'on oublie aussi les routes de la soie, notamment avec M. Xi Jinping qui s'inquiète du durcissement de cette situation, mais également de cette durée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les guerres au XXIe siècle sont longues. Regardez l'exemple de la Syrie, regardez l'exemple que l'on est actuellement aussi en train de vivre avec Israël et la Palestine. Ce sont des conflits qui s'inscrivent sur le temps long. Donc forcément, malheureusement, j'allais dire, les négociateurs possibles, si vous voulez, dans cette paix entre l'Europe, l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, il y aura aussi d'autres acteurs. Et il y a eu des tentatives, mais si vous voulez, elles ont avorté. Je pense notamment à la tentative d'Ankara, en tout cas. Merci beaucoup, Manuel Pouchelet, d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous, madame.